Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et depuis 2010, un temps fort de l'actualité dans le monde. Et nous avons souhaité aujourd'hui accompagner cette journée par des rencontres que Sud-Ouest vous propose à Mont-de-Marsan. Cet événement se déroule au Théâtre du Péglet et est capté par les moyens techniques de TV7 et retransmis en direct sur sudouest.fr. À mes côtés, Odile Faure, chef d'agence départementale Sud-Ouest dans les Landes. Bonjour Odile. Bonjour. Bonjour Pierre-Vincent, merci de co-animer cet après-midi avec nous. Avant de commencer cet après-midi sacré-landaise, je voulais avoir une pensée pour toutes les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui se battent pour la liberté, la démocratie et l'indépendance en ce moment même. Formons le vœu que ce conflit s'arrête au plus tôt et que la folie des hommes, la folie d'un homme plutôt, ne balaye pas tout sur son passage. Donc merci bien sûr à tous nos invités présents et à tous ceux qui nous regardent. Et pour commencer, donc c'est une battante, elle nous arrive de Bretagne, de ses origines, et elle a pris son poste le 31 janvier ici dans les Landes. C'est Madame la préfète Françoise Tahéry qui a l'honneur d'ouvrir cet après-midi et qui nous fait l'honneur d'être présente à nos côtés. Merci Madame Faure. Bonjour à tous. Je vous remercie très sincèrement de votre invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être à vos côtés pour célébrer et mettre à l'honneur les femmes de ce beau département des Landes au travers les générations, par leur parcours exemplaire, parce qu'il nous faut toujours de beaux exemples, de grands exemples qui nous ont ouvert la voie et qui souvent nous rendent les choses possibles. Donc on le voit, c'est au travers tout d'abord de leur action au quotidien dans tous les corps de métier très diversifiés que témoignage va être apporté de leur expérience, de leurs difficultés et également de leurs perspectives. J'aimerais que effectivement la question de l'égalité entre les hommes et les femmes ne soit plus un sujet. Malheureusement, on le constate qu'en 2022 encore, le compte n'y est pas encore, même si de grands progrès ont été faits dans un certain nombre de pays. Ce n'est pas vrai partout ailleurs dans le monde. Et il reste de grandes inégalités entre les hommes et les femmes. Dans notre pays, il a fallu beaucoup d'énergie, de persévérance, de pugnacité pour que l'égalité théorique en droit, qui a été construite pas à pas, et en particulier après la Seconde Guerre mondiale, devienne une égalité réelle. Et c'est tout le combat qui doit être mené pour faire en sorte que cette égalité se décline réellement à chaque instant de notre vie. Vous le savez, il y a eu des progrès. J'en veux par exemple pour preuve, il y a de plus en plus de femmes maintenant qui sont membres de conseils d'administration. Par exemple, on est à peu près à la parité dans les grandes entreprises du CAC 40. Mais globalement, je crois que les femmes sont encore sous-représentées dans les instances dirigeantes des entreprises. Mais on constate que grâce à votre engagement, mesdames, vous portez aussi témoignage que diriger une entreprise qui souvent est considérée à tort comme réservée aux hommes est possible. Également, vous le savez, il reste encore un certain nombre de points sur lesquels il faut porter une action prioritaire. Et je pense notamment à tout ce qui concerne les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes. La cellule familiale, c'est le modèle d'éducation, le modèle qui est présent dans la société, et c'est souvent l'exemple que l'on donne à nos enfants. Donc il faut agir aussi puissamment contre les violences faites aux femmes. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans le département
Je n'y reviendrai pas en détail, ça va être présenté tout au long de vos débats, mais sachez la pleine mobilisation des services de l'État dans leur entièreté, également des tissus associatifs et de la justice, de tout le monde médical, du monde de l'éducation nationale aussi, qui est pleinement mobilisé sur ce point. C'est un axe prioritaire de notre action encore pour 2022. Je souhaite que cette journée soit une journée d'échange sur laquelle vous pourrez tout d'abord avoir formuler des sources d'inspiration pour nos jeunes générations. Et si j'ai un message à faire passer, c'est d'inciter nos jeunes étudiantes, nos jeunes lycéennes, nos jeunes collégiennes, pour s'orienter vers des métiers très technologiques, très techniques, qui a priori ne leur en sont pas ouverts. Les métiers qui concernent le numérique, qui concernent le traitement des données, qui constituent les métiers de demain. Tous les métiers également, et nous avons un exemple sur le plateau, qui sont ceux de la sécurité dans toutes ces dimensions, ceux de la police, de la gendarmerie, des pompiers, tous ces métiers sur lesquels, a priori, vous ne vous orientez pas, n'hésitez pas à avoir cette ambition. Il faut viser toujours l'excellence, rehausser son niveau d'ambition et vous arriverez au vœu avoir un destin conforme à vos vœux. C'est ce que je vous souhaite et vous pouvez être assurés de la pleine mobilisation des services de l'État pour y contribuer. Merci beaucoup Madame la Préfète, merci Madame Taheri. On vous laisse rejoindre vos occupations qui sont nombreuses en ce moment. Je tiens à remercier tous nos invités qui sont venus nous consacrer du temps aujourd'hui, Madame la Préfète des Landes, Françoise Thierry, que nous venons d'entendre, et bien entendu tous nos autres partenaires pour cet événement, dont la CCI des Landes, le Conseil départemental, la team SAMA, la Mutuelle française des Landes, et également M. Bum, mais aussi également la délégation aux droits des femmes et à l'égalité dans les Landes. Nous retrouverons par ailleurs quelques-uns de ces partenaires en toute fin d'après-midi et également le 11 mars prochain où vous découvrirons 5 trophées à de sacrées landaises, une série initiée par le journal Sud-Ouest dans les Landes depuis 1 an qui retrace le parcours de femmes d'exception dans notre beau département. Alors nous allons à présent entrer dans le vif du sujet, les femmes premières de cordée pendant la crise. Plus qu'un titre racoleur, une réalité. Si le plus dur est parfois derrière nous, la mémoire est encore vive. Entre courage et parfois désespoir, elles ont souvent été au chevet de leur famille, mais aussi auprès des autres, avec une bravoure exemplaire. Alors en ce 8 mars 2022, nous sommes là pour les écouter. Je voudrais saluer Sandra Demey, nouvelle directrice du pôle domicile au CIAS de Mont-de-Marsan. Agnès Crégu, aide à domicile. Merci d'être à vos côtés aujourd'hui. Et nous avons 2 autres invités, Alice Butazoni, pompier spécialisé en secourisme nautique, et également Salima Sansou, qui est déléguée aux droits des femmes au Conseil départemental des Landes. Pour co-animer ce temps de discussion, Odile Faure est à mes côtés. Odile, on vous doit cette rencontre, fruit notamment du travail de votre équipe. Pendant la crise sanitaire, Sud-Ouest a contribué à valoriser le quotidien, courageux, on vient de le dire, de ces femmes sur votre territoire. Comment vous est venue cette idée de faire une telle série? Alors, donc, ça remonte à une réunion de rentrée, tout à fait banale pour une équipe de la rédaction des Landes qui dispose donc de 2 agences à Dax et Mont-de-Marsan. Et c'est un homme, un journaliste, qui a dit pourquoi est-ce qu'on ne consacrerait pas notre fil rouge 2021-2022 aux femmes. Et nous avions à cette époque l'ascension de Basketland, notamment, qui s'est couronnée par le succès que l'on sait, un championne de France. Et tout le monde a dit banco, et c'était parti. Et donc tous les mois, on a démarré le 8 mars 2021, bien entendu.
avec un sujet historique, puisque Dax s'est illustré dans l'histoire comme le lieu du premier vote des femmes à un conseil municipal. Et nous avons égrené comme ça, jusqu'au 8 mars 2022, jusqu'à aujourd'hui, des sujets périodiquement. Donc toute la rédaction de Sud-Ouest dans les Landes a œuvré, les photographes bien entendu aussi, les sportifs ont participé, et tous les journalistes de la rédaction, qu'ils soient sur le terrain ou au desk, comme on dit, qui mettent en page. Et voilà. Et ensuite, pourquoi pas, avec Sud-Ouest Publicité, on a imaginé un événement qui bouclerait la boucle. Et donc, cet événement, il se déroule aujourd'hui avec la remise de trophées, avec un vote du public et avec le vote d'un jury. Et puis, nous, à Sud-Ouest, on ne sait pas faire de remise de trophées sans mettre un peu de contenu. Et donc, d'où l'idée de cette première table ronde sur les femmes premières de cordée. Et autant Alice Butazzoni, la pompier qu'on va entendre aujourd'hui, nous l'avions rencontrée au cours de notre série. Agnès Crégu, donc aide à domicile, nous ne l'avons pas rencontrée, ainsi que sa directrice, et Salima Sansou. Donc, en plus, aujourd'hui, on vous propose de l'inédit. Donc, pour commencer notre discussion, donc, nous avons voulu faire venir celles au pluriel qui ont œuvré notamment pendant la crise du Covid. On les a appelées les invisibles donc les aides-soignantes, les aides à domicile, celles qui portaient les repas, évidemment tous les soignants. Mais il se trouve que les aides à domicile n'ont pas été applaudies tous les soirs à 20h. Elles sont désormais reconnues, mais on va en parler. Et donc Agnès, vous êtes aide à domicile au CIAS du Marsan. Et vous faites ce métier depuis 25 ans suite à une reconversion professionnelle. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce métier ? Alors, déjà de par ma vie privée, puisque nous sommes ardéchois et on a toujours pris mes grands-mères à la maison. Donc très tôt, je me suis rendu compte que la vieillesse était quand même la période la plus difficile de la vie. Et à un moment donné dans ma vie, je sais pas, vers 35-40 ans, j'ai eu envie d'aller aider les personnes qui vieillissent, parce que être et avoir été, c'est difficile. Toujours être obligé de demander, c'est difficile. Donc j'ai eu envie d'être aidante professionnelle. Donc c'était avant l'apparition de l'APA. Mais il y avait déjà alors c'était beaucoup de l'aide ménagère. On commençait un petit peu les toilettes et les heures de garde, mais très peu. Il y a eu une évolution après. Donc j'ai voulu, voilà, pour les valeurs humaines, pour la transmission. Alors, il y a près d'1 millier de bénéficiaires au CIAS du Marsan. Combien vous occupez-vous de personnes dans une journée ? Alors c'est très variable, ça peut aller de 3 à 12. C'est très variable. Sur les week-ends, on travaille les week-ends, donc on fait essentiellement de l'aide à la personne, donc les toilettes, les repas. Donc là, on peut avoir, je sais pas, une dizaine de personnes sur un samedi ou un dimanche. Après, on fait des soirs aussi, pour tous les repas, les toilettes, les aides au coucher. Voilà, c'est un métier qui a évolué, qui a beaucoup changé, qui est intéressant. Alors, replongeons-nous quelques mois, voire années derrière nous. Mars 2020, confinement. Ça a été angoissant. Ça a été angoissant parce qu'on entendait partout à la télé que ce virus pouvait tuer, qu'il fallait faire attention. Alors, on a eu sur Mont-de-Marsan une perte de travail parce que des enfants sont venus se confiner avec leurs parents. Donc, ils étaient sur place. Et les demandes qu'on a eues, ça a été beaucoup de courses pour éviter à ces personnes âgées de sortir, parce qu'on avait quand même le droit de sortir un petit peu. Et donc, ça a été angoissant parce qu'en même temps, on entendait que partout où il y avait du public, on pouvait être contaminé. Et on n'est jamais autant sorti pour faire des courses. Donc, ça a été... puis, on ne savait pas si on devait en rentrant chez nous, parce qu'on a aussi des familles à risque. Si on devait se changer, ce qu'on devait faire, voilà, les 15 premiers jours on a envié les gens qui étaient en télétravail. Et en même temps, une fois de plus, c'est un métier essentiel, puisque si on ne va pas faire manger les gens, si on ne va pas les coucher, si on ne va pas les changer, ils ne peuvent pas rester chez eux. Et on
On est même arrivé à vous envier, parfois, ceux qui étaient en télétravail, d'envier celles et ceux qui sortaient et qui étaient utiles aussi. Et derrière les ordinateurs, parfois des travailleurs se sont sentis un peu... Ça a été angoissant parce qu'on a eu l'angoisse de nos bénéficiaires aussi, qui étaient inquiets pour leur famille. Certains n'ont pas vu leurs enfants, leurs petits-enfants pendant des semaines, pendant des mois. Donc on a pris aussi leur angoisse. Ça a été une période difficile. Voilà. Alors même si nous, on savait avec nos dérogations qu'on pouvait aller jusqu'à Puy-de-Sceaux ou à Gaillères se promener, on avait les autorisations. Ça a été de métiers essentiels. Que diriez-vous aujourd'hui à celles et ceux qui veulent s'engager dans des métiers tels que le vôtre, dans le territoire des Landes, où je pense, on le verra avec Madame Demey, où il y a une forte demande? Je leur dirais que c'est un métier qui est très riche. On rencontre beaucoup de gens. On a la considération, nous, des personnes chez qui l'on va, de leur famille, des médecins, des infirmiers. Alors, on ne l'a pas, j'ai l'impression, moi, au niveau national, puisqu'on est toujours représenté un balai à la main. Quand je vois je ne sais pas, à la télévision ou encore dans XL Land, lorsqu'il y a un article sur les aides à domicile, il y a toujours une photo d'une aide à domicile, un chiffon à la main, et sur l'autre photo, avec l'aspirateur à la main, alors que ce n'est pas ça du tout. Donc je leur dirais qu'il ne faut pas s'arrêter à ces images, qu'on est essentiel à leur vie, qu'on va être là pour les aider, donc c'est très valorisant. Pensez-vous intimement que peut-être plus qu'ailleurs, ces métiers majoritairement féminins souffrent et continueront de souffrir de ce manque de reconnaissance que vous semblez mettre en avant? Alors, la crise sanitaire a eu ça de bien, c'est qu'elle a fait parler de nous. Voilà, donc je dirais, moi, que je vais positiver. On en est au début, on commence à parler de nous, donc ça ne peut que progresser. Je pense que ça, Madame Demey saura le mieux le dire. Justement. Oui. Donc Sandra Demey, vous êtes directrice du pôle domicile du CIAS du Marsan. Donc je l'ai dit, plus de 1000 bénéficiaires, 144 équivalents temps plein d'aide à domicile. Vous êtes arrivée il y a 8 mois, donc vous n'avez pas vécu le confinement dans les Landes, vous l'avez vécu ailleurs, mais pas dans les Landes. Est-ce que justement les crises en général activent-elles encore plus votre service et vous ressentez qu'il y a vraiment un besoin de la population? Alors effectivement, il y a eu des conséquences liées à la crise économique et sanitaire, mais le vrai souci et le vrai objectif de notre service, c'est d'accompagner nos aînés, puisqu'on est face à un vieillissement de la population, un allongement de l'espérance de vie, donc des besoins en termes humains qui ont énormément changé depuis une vingtaine d'années. Le besoin en aide à domicile n'est plus le même. Nous, là, actuellement, on travaille beaucoup sur l'aide auprès des personnes, l'aide à la vie, l'aide aux soins auprès de ces personnes. Donc, le regard a changé. Ce métier de lien a pris beaucoup d'importance et la crise sanitaire a vraiment mis en lumière ces professions de l'ombre, avec aussi un regard qui s'est porté par les familles, par les professionnels du médico-social, ce lien qui est dans la prévention de la perte d'autonomie, dans la prévention de la dépendance. Vraiment, c'était une époque assez charnière. Voilà. Le changement de regard, c'est bien, oui. Mais est-ce que ça suffit pour attirer de nouvelles vocations? Il y a des considérations salariales, je crois. Il y a eu des progrès, on en reparlera aussi avec Salima Sansou et les primes, les augmentations de salaire. Mais voilà, ça ne fait pas tout le changement de regard. C'est déjà beaucoup, je crois. Mais ensuite, il y a la reconnaissance salariale. Où est-ce qu'on en est de ça? Alors, la reconnaissance salariale, récemment, depuis janvier 2022, donc on a une aide du département qui va venir dans les mois augmenter le salaire de nos aides à domicile. À hauteur de combien? 180 € par mois, en fonction du temps plein. C'est une aide considérable qui est très attendue. C'est aussi un travail qui va se faire sur le fond, notamment par rapport aux frais kilométriques, puisque la plupart des aides à domicile et d'auxiliaires de vie utilisent leur propre véhicule. Donc ça, c'est un travail qui va se faire sur du long terme et qui va venir en plus. Mais c'est aussi la reconnaissance par la formation, la valorisation du diplôme. Aujourd'hui, les aides, il y a 70% de l'activité c'est fait par des aides à domicile et 20% par les auxiliaires de vie. Et la différence entre une aide à domicile et l'auxiliaire de vie, c'est leur diplôme. Leur diplôme qui n'est pas actuellement reconnu dans la fonction publique et qui n'est pas différencié sur la grille salariale. Celui des aides à domicile n'est pas reconnu, celui des auxiliaires de vie, oui.
Non, Ah non plus. dans la fonction, non. D'accord. C'est le problème aujourd'hui. Donc, C'est nous, on celui des travaille. aides-soignantes qui est reconnu. Celui qui ne fait pas partie du service d'aide à domicile. Les aides-soignantes relèvent d'un service de soins infirmiers à domicile. Voilà. Donc, la reconnaissance du diplôme, ce serait un progrès. Voilà. Oui, puis ça attirerait, je pense, tous ces jeunes qui font l'effort, qui veulent passer ce diplôme. C'est une année. Oui. Bien sûr, Mais bien oui. sûr. Il y a un gros turnover au CIAS du Marsan. Il y a énormément, c'est national. Il y a un problème national, en fait. Il y a eu, la crise sanitaire a provoqué un épuisement des agents sur le terrain. Elles étaient toutes en première ligne, hein, elles ont tenu bon. Et puis avec le second confinement, on a commencé à ressentir la fatigue. Et puis comme c'est la vaccination aussi, le recrutement d'agents non vaccinés n'a pas été possible, ce qui est normal. Donc on a dû solliciter de plus en plus nos collègues sur le terrain. Et puis voilà, l'épuisement psychologique aussi a y fait beaucoup le contexte anxiogène de la crise, quoi. Oui, parce que la population que nous avons aujourd'hui, on a de plus en plus quand même de personnes qui ont des troubles cognitifs, énormément donc nerveusement c'est compliqué, oui. Bien sûr. C'est La qualité épuisant. de vie au travail, je crois que ça fait l'objet justement d'un diagnostic où vous avez postulé, lancé par la CARSAT. C'était ça, tout à fait. En fait, dès que je suis arrivée au pôle domicile, j'ai répondu à un appel à projet de la CARSAT pour obtenir un financement, une aide, justement pour l'amélioration de la qualité de vie au travail, justement pour prévenir ces accidents, ces arrêts de maladie, travailler vraiment dans l'objectif qui va vers la revalorisation, la reconnaissance de l'approbation, c'est aussi l'amélioration de la qualité de vie au travail. Voilà. Est-ce qu'en France, on est en retard par rapport à d'autres pays ou pas ? Oui, je pense qu'on est vraiment en retard. Et puis, c'est des métiers de femmes. Et on le sait très bien, dans la sphère privée, ce qui est en rapport avec le care est reconnu quasiment normal et gratuit. Donc, c'est des professions qui sont, même si elles font de l'aide aux soins d'hygiène, elles ne sont pas reconnues comme des professionnels ou des auxiliaires de soins. C'est, comme elle le dit ma collègue, plus souvent on les assimile à des aides ménagères, des femmes de ménage. Alors, Salima Sansou, vous êtes conseillère départementale. L'aide à domicile avec le balai dans les mains à Xland TV, c'est vous, ça ? Alors, c'est un peu nous aussi, mais c'est pas que ça. Non, c'est bon, le micro est ouvert. C'est bon. On vous Donc, entend. juste pour rappel, le département est le chef de file en ce qui concerne l'action sociale. Et le grand âge est l'un des piliers de la politique de solidarité de la collectivité depuis longtemps. J'ai deux petites choses par rapport à ça. Vous parliez de l'avenir des jeunes qui veulent s'engager. Alors juste, je vous rassure, en ce moment même, il y a une classe de terminale Sapat donc, qui ont fait des stages dans des maisons de retraite. Et 70% de ces jeunes-là, ils ont fait des stages ailleurs, ont répondu qu'ils ont beaucoup aimé leur stage et que les relations humaines étaient très importantes. Et la dernière question, c'était est-ce que ça a été difficile de quitter ce stage ? La réponse était très très difficile parce que c'était de l'humain et qu'il y a eu des relations qui se sont créées entre ces jeunes qui ont 16-17 ans et ces personnes dont ils s'occupaient. Donc en réalité, je pense que si on s'occupe bien de ces jeunes qui pour l'instant ont cette envie, ont cet enthousiasme et puis découvrent ces relations humaines, je pense qu'on peut avoir à l'avenir quand même un vivier de jeunes qui vont pouvoir être orientés vers ces métiers-là. Donc pour en revenir, c'est une petite aparté parce que les jeunes sont en ce moment en train de nous attendre. Alors pour en revenir par rapport à ces travailleuses du social, du médico-social, juste rappeler quelque chose. Alors je ne sais pas, dans la salle, qui sait qu'il y a plus d'accidents de travail chez les travailleuses du secteur du soin à domicile que dans le secteur du bâtiment ? De la construction. Moi, je découvrais, pareil, je pensais que le secteur du bâtiment, c'était celui le plus dangereux. Et bien, on a plus d'accidents au niveau des travailleuses, de ces travailleuses-là, plutôt que dans le secteur du bâtiment. Donc ça, c'est une chose. Alors, pareil, vous avez posé la question de la rémunération. Donc, c'est vrai que le département, ça fait déjà un moment qu'il réfléchissait à cette revalorisation des salaires. Le département tient beaucoup à tous ces travailleurs, ces travailleuses, et de plus en plus, il y aura à la fois des formations, un accompagnement et un vrai diagnostic qui a été posé sur les besoins. Donc, le département va à la fois suivre les associations qui sont en relation directe avec les gens, mais surtout s'occuper aussi de nos agents pour pouvoir accompagner au mieux tous ces secteurs.
Agnès Crégu, le travail est physique ? Oui, le travail est physique. Puis on a les risques routiers. Moralement, nous sommes des travailleurs isolés. Aussi. On est toujours seul en longueur de journée avec les problèmes des gens. Alors c'est physique, oui, c'est répétitif. Alors après, maintenant, aujourd'hui, on a quand même tout le matériel nécessaire à domicile. Dès qu'on veut un verticalisateur, on lève malade, les médicalisés, on l'a. Oui, on a beaucoup de blessures de dos, d'épaule, de tendinite, oui. Et pour le soutien psychologique, il y a des temps de parole, je crois. Oui, alors on a une fois par... oui, avec une psychologue du conseil du CDG, du centre de gestion. Et vous avez même du coaching physique. Alors, oui, le SIAS nous offre 2 fois par semaine. On a un coach, Martin Foy. On a 1 heure de marche et il fait 1 autre heure de renforcement musculaire pour qu'on soit un peu plus en forme. Voilà, donc ça, c'est très bien. Oui. Vous êtes en forme ? Très. Oui. Donc, Salima Sansou, vous parliez du département. Très bonne transition pour donner la parole à Alice Butazzoni, qui est donc pompier au SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, qui est donc financé par le conseil départemental. Et on salue d'ailleurs la présence du directeur du SDIS dans la salle, comme on peut saluer également la présence du directeur académique Bruno Brevet, qui nous fait l'honneur d'être ici. Le colonel de gendarmerie, monsieur Langelier, sera également présent. Voilà, donc merci bien à tous nos partenaires du quotidien, aussi nous à Sud-Ouest, puisque nous travaillons souvent ensemble. Alice Butazzoni, alors vous forcez l'admiration. Vous avez 24 ans seulement. Vous êtes donc pompier professionnel et pompier volontaire à la caserne d'Aire-sur-l'Adour. Et donc, vous avez la spécialité sauveteur nautique de niveau 1. Et donc, vous allez recevoir de la main de la préfète, normalement le 25 juin prochain, la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement, donc, qui a été octroyée par l'ancienne préfète, parce qu'avec 3 autres collègues, vous avez sauvé un homme de la noyade, donc, qui était pris, sa voiture était prise dans une rivière en crue. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce sauvetage ? C'était quand ? Alors c'était en fin d'année dernière, en 2021, fin 2021. Donc moi je venais de passer les tests pour entrer sauveteur aquatique de niveau 1. On a été engagé avec un collègue de Mont-de-Marsan sur une intervention à Castelnau-Chalosse, c'est sur le secteur de Pomarès. Donc on avait des collègues qui étaient déjà engagés sur l'intervention depuis 15 heures, qui avaient fait des reconnaissances par une route. Nous, on est arrivé sur place vers 18h. Donc pour une personne portée disparue, c'est son épouse qui avait donné l'alerte. Exactement, il s'était engagé sur une route inondée et il avait voulu aller chercher un moyen pour sortir son véhicule. Sa femme était rentrée à son domicile et en le voyant pas revenir, elle s'était inquiétée. Nous, on est arrivé vers 18h. L'officier qui était sur place avait une idée de manœuvre. Donc, il y avait une première partie de la route qui avait été reconnue. Nous, l'idée, c'était qu'on passe par l'autre partie de la route pour essayer de rejoindre la voiture, en espérant trouver le monsieur. Donc, 18h, il fait nuit. Oui, voilà, la nuit était tombée. Donc, on est parti en reconnaissance avec deux collègues qui étaient dans un camion de feu de forêt pour nous éclairer, pour pouvoir emprunter les routes qui étaient inondées. Et j'étais avec aussi un collègue sauveteur aquatique, justement. Et arrivé à un endroit où il commençait à y avoir pas mal d'eau, on a fini par trouver le monsieur en appelant. Et une voix nous a répondu. Il était accroché à un arbre, à un endroit où il n'avait pas pied. C'était un monsieur qui ne savait pas nager. Donc la seule chose qu'il a pu faire, c'est s'accrocher à l'arbre en attendant qu'on vienne le chercher. Et, donc, il faut vous imaginer, vous progressez dans l'eau, vous avez de l'eau jusqu'où ? Genoux, taille. C'est la nuit, enfin avec les phares du camion. Tout à fait. Et là, vous appelez et il y a une voix qui vous répond. Il y a une voix qui répond, voilà, tout à fait. Donc, même nous, sur le moment, on a eu du mal à y croire. Et puis, il était 20h30, 21h. Donc, les recherches avaient commencé depuis 15h. Donc, ça fait un moment qu'il était dans l'eau. Quand on est arrivé là où il était, il n'avait pas pied. On l'a ramené jusqu'au camion, qu'il était en hypothermie. Et après, le temps de faire toute la marche arrière avec le camion, parce qu'on ne pouvait pas faire demi-tour sur les petites routes de la Chalosse. Et voilà, après, il a été pris en charge par un VSAV, le VSAV de Pomarès, et amené à l'hôpital.
Ouais, il faut souligner la dextérité du conducteur du camion qui était en marche arrière. Un énorme travail de conduite, tout à fait. Comment on vit justement ces moments-là? Vous avez une jeune carrière. C'est des moments qui marquent, qui renforcent votre conviction de vos missions de pompier? C'est un moment magique. C'est vrai que sur le moment même, on ne réalise pas vraiment ce qui vient de se passer. Et puis, quand on voit la famille de la victime, après, derrière, on se rend compte que c'était vraiment un moment incroyable. Et ce monsieur a eu beaucoup de chance. Les étoiles se sont alignées pour qu'on le retrouve. Tout s'est vraiment très bien passé. Il a eu beaucoup de chance. Est-ce que c'est le moment le plus périlleux que vous avez eu à vivre jusqu'à présent? On en a plein en intervention. C'était un moment, mais c'était une intervention très intéressante, notamment par tous les moyens qui ont été mis en place et voilà, par le fait que c'était de nuit dans l'eau. C'était très intéressant et ça va m'aider dans le reste de ma carrière, ça c'est sûr, d'avoir réalisé une intervention comme celle-là. Est-ce que vous diriez que pompier, c'est aussi un métier de lien, comme celui d'Agnès Crégu? Tout à fait. C'est même, je dirais que le principal, c'est très humain. Le métier de pompier, c'est une des premières qualités. C'est voilà, on partage la souffrance des victimes, comme vous partagez la souffrance des personnes âgées. Justement, d'ailleurs, on se côtoie régulièrement quand même. J'ai vu vos collègues ce matin. Oui, voilà, c'est vrai que très souvent, voilà, on se côtoie sur les interventions pour les relevages. Et c'est vrai que souvent, c'est difficile de relever une personne tout seul, donc on vient les aider pour arriver à relever les papiers et les mamies qui sont tombés ou que vous trouvez aussi dans un état dégradé, ce qui arrive aussi. C'était une vocation chez vous? Alors, quand j'étais plus jeune, pas forcément. En fait, j'adorais le sport, j'adorais l'humain. J'avais envie de faire quelque chose d'utile. Donc, à 16 ans, je suis allée voir mon chef de centre un chef de centre à Grenade-sur-Adour. La caserne n'était pas loin de chez moi. Puis finalement, je suis rentrée dedans et j'ai aimé tous les côtés qu'il y avait. Donc, le côté social, le côté sportif, voilà, le côté esprit d'équipe. C'est vrai que voilà, c'est un métier incroyable avec plein de facettes. Justement, quand vous êtes allé, alors on s'est trompé tout à l'heure, on a dit Aire-sur-Adour, c'est bien Grenade-sur-Adour. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous êtes au sein de cette caserne 6 femmes pour 19 hommes. Quelle complémentarité votre métier met-il en évidence? J'ai pas compris la question. La complémentarité entre un homme, une femme qui partagent le même métier. Comment vous travaillez en équipe ensemble? Est-ce que vous avez été bien accueillis? Comment se passe le quotidien avec vos collègues? Le quotidien se passe très bien. Finalement, c'est un métier qui s'est beaucoup ouvert aux femmes. Nous, on est 6 femmes à la caserne de Grenade, mais il y a des casernes où, comme par exemple à Onestey-la-Harry, il y a 40% de femmes, donc c'est quasiment la parité dans la caserne. C'est des casernes où tout se passe très bien, parce que c'est quand même des femmes qui sont sportives, qui ont ce côté social. On a tous nos atouts. Il y a des garçons qui vont être peut-être plus aussi sur le côté social que sportif. Finalement, tout le monde est complémentaire dans la caserne. On peut très bien tous travailler ensemble et ça en est la preuve. On a 360 femmes pompiers au sein du SDIS, donc c'est quand même pas rien. C'est 19% de femmes pompiers dans les Landes et c'est un peu au-dessus de la moyenne nationale, donc c'est déjà très bien. Il y a de plus en plus de femmes qui rentrent et c'est la preuve qu'on peut tous très bien travailler ensemble parce que ça fonctionne très bien. Vous avez été l'objet parfois de petites remarques sexistes, en toute sincérité? Non, moi, j'en ai jamais fait l'objet. C'est pour ça que je trouve que les mentalités évoluent. Après, comme je suppose dans tous les corps de métier, ça a dû arriver peut-être à d'autres femmes, mais moi, j'ai jamais été confrontée. Et je trouve justement qu'on vit bien tous ensemble maintenant. Et voilà, la porte est ouverte à toutes les femmes. Il faut casser un peu cette image de l'homme étant pompier, jeune. L'homme peut être une femme, peut être quelqu'un de plus âgé. Et au niveau de la force physique, vous n'avez absolument pas de problème avec ça? Non, alors c'est vrai que les garçons ont une force physique de base plus importante que les filles, mais finalement les missions qu'on nous donne, le but c'est de les réaliser, et si on a la force suffisante pour les réaliser, il n'y a pas besoin d'être un warrior pour être un pompier. L'image du super-héros, voilà, le pompier, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être... Voilà, ça peut être tout le monde. Et puis il y a du matériel également. Tout à fait, qui nous aide, voilà. Donc non, il n'y a pas ce souci de force physique. Alors il y a de plus en plus de femmes chez les pompiers. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'aide à domicile hommes? On en a. Ah, Il y en a 4.
Ah oui, 4 sur... 4 sur... Il y a 4 et un référent homme. D'accord, voilà. D'accord. Et justement, c'est intéressant qu'il y ait ce regard parfois masculin sur le métier. Alors, les personnes âgées adorent avoir des hommes. Ah oui. Faut dire les personnes âgées femmes adorent qu'il y ait des aides à domicile oui, hommes. Même les bénéficiaires hommes aiment les auxiliaires de vie hommes aussi. Et pourquoi, à votre avis? Parce que je pense que c'est pas les mêmes discussions. Ils prennent les choses différemment, les hommes. Au niveau des tâches ménagères, par exemple, c'est très bien fait. Ouais, c'est pas les mêmes rapports. Oui, c'est très bien, ils apportent beaucoup, je pense, beaucoup. Comment vous gérez justement Alice en parlait aussi, elle est aussi confrontée à ça, entre guillemets, le rapport avec vos bénéficiaires et notamment l'attachement et notamment vous qui accompagnez des personnes parfois sur des années et des années et qui, alors c'est moins visible que les actions d'Alice, mais vous aussi, vous sauvez des vies, vous retardez des vies. Voilà, on ne sauve. Oui, vous retardez des fins de vie. Oui, alors au départ, lorsqu'on commence ce métier, on sait que les gens, on va les accompagner jusqu'à la fin. On ne va pas les faire rajeunir et leur redonner la santé. Donc déjà, ça, on le sait. Ensuite, les problèmes, il faut un peu de temps. Mais moi, lorsque je vais chez quelqu'un, je suis avec lui, avec ses problèmes. Mais lorsque je ferme la porte, voilà, ça reste leur problème. Disons qu'il faut trouver à un moment donné la bonne distance pour ne pas se faire bouffer. Et puis, il faut qu'on ait l'esprit un peu libre pour s'occuper de la personne d'après. Donc, et le soir, quand on rentre, il ne faut pas ramener toute la misère qu'on a vue, parce qu'on en voit, chez nous. Mais il faut un petit peu de temps pour y arriver. Donc, on a la psychologue, on a aussi nos administratifs. On a une IDEC, une infirmière. Si on a besoin à un moment donné d'en parler, on a des interlocuteurs. Finalement, les quelques kilomètres qui vous séparent d'un autre bénéficiaire sont salvateurs. Il ne faudrait pas que vous ayez le bénéficiaire trop proche. Oui. C'est vrai. Enfin, moi, ça m'aide. Oui. Et vous avez déjà constaté des décès, je suppose. Comment on gère ça ? Alors, on y est préparé parce qu'en général, lorsqu'on a une fin de vie, on y va matin, midi, soir, 7 jours sur 7. Donc, on sait quand même que c'est la fin. En général, il y a toujours des infirmiers qui sont mis en place aussi. Alors, on a des protocoles. Surtout, dans ces moments-là, on essaie d'anticiper un maximum et de travailler en réseau avec les partenariats, tous les partenaires, et pour accompagner au mieux les personnes. Donc, elles sont toutes accompagnées, on se soutient. On le sait, oui. On a on sait que là, ça risque d'être délicat. Donc, oui, les pertes. Oui, moi, en 25 ans, j'ai perdu énormément. Mais à chaque fois que je me dis, grâce à ce métier, au moins, je les ai rencontrés de leur vivant et j'en ai profité un peu. Voilà. Et vous dites, j'ai perdu. Oui. Ce sont vos bénéficiaires, bien sûr. On a bien vu la complémentarité de vos métiers. Métier pas évident au quotidien. Je me tourne vers Salima Sansou. Que peut faire le conseil départemental pour appuyer, encourager, soutenir ces métiers qui souffrent quelque part, mais qui font du bien à la population ? Déjà, pour commencer, le département finance beaucoup des associations, finance le SDIS, finance la plupart de ses services, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est chef de file de l'action sociale. 60% du budget des départements est pour le social, donc, et tout ça fait partie du social. Mais pas que. Le département a vraiment pris conscience, et bien avant le reste du pays, on va se dire, parce que quand on écoute les dernières nouvelles concernant les EHPAD, on se rend bien compte que depuis des années, le département avait fait le choix d'accompagner ses aînés et d'accompagner ses agents qui accompagnent ses aînés. Donc, il y a le côté financier, mais pas que, parce qu'il y a une vraie prise de conscience, une vraie reconnaissance de tous ces gens qui travaillent avec, et puis en plus, nous allons tendre vers un vieillissement de la population qui va arriver de plus en plus. Donc, si on ne prend pas vraiment conscience c'est pas un problème, de cette réalité, et que le département et d'autres ne donnent pas l'importance et la place et la rémunération qu'il faut à tous les gens qui vont les accompagner, je pense que nous allons vers une société qui ne sera ni équitable, ni juste, ni humaine, tout simplement.
Donc voilà, donc à la fois financier, puis un accompagnement, comme j'ai dit tout à l'heure, par des outils, par des formations, par un accompagnement psychologique, et puis tout simplement de la reconnaissance aussi. On l'a bien vu pendant la crise. Pas avec le balai, hein. Non, pas avec le balai, non. On l'a bien vu pendant la crise. Tout d'un coup, la France découvre ces métiers essentiels. Et ben, nous, le département, pendant la crise, on avait fait le choix de maintenir nos services en présentiel ou bien par téléphone. Les services ont continué à travailler. Les hommes, parce que là, en présentiel et au service directement au public, beaucoup de femmes, 60% de femmes, mais les hommes aussi étaient sur le côté technique. Donc le département, c'est ce qu'il y a de plus proche à la fois des bénéficiaires et des agents. Avec les communes et leur CCAS ou CIAS. Complètement. C'est un partenariat de toute façon. Hein. On est tous liés les uns aux autres. Hein. Dans ce soutien-là et en relation avec cette journée aujourd'hui internationale des droits des femmes, on vous a vu à l'œuvre à la journée internationale du sport féminin en janvier. Quelles autres actions vous porterez en 2022 ? Alors, justement, quand on parle quand on parle pour les femmes et des gens qui sont en contact d'autres personnes, le département les services du département travaillent sur un vrai diagnostic sur justement l'égalité des salaires au sein déjà de notre collectivité. Avant de donner des conseils, on va déjà essayer, nous, d'arriver à quelque chose de vraiment équitable et juste, arriver à une égalité réelle. Et puis, on l'a annoncé aussi, on va essayer, parmi nos services, les salaires, les 10 premiers salaires, on va arriver d'ici fin 2023 à 6 sur 10. On part à 2019, on avait 0 femmes parmi les 10 premiers salaires. Et puis là, dans nos objectifs, c'est de recruter des directrices, même si on a une majorité de collaboratrices au département. Mais voilà, toutes ces actions-là, mais surtout toutes les actions qui concernent les associations. Parce que le département tout seul ne ferait rien sans les associations. Donc, je rends hommage à toutes les associations qui sont plus proches des femmes. Alors, je vais en citer 2 ou 3, que ce soit le CDFF, la DAVEM, la Team Sama, le planning familial. Voilà, le planning familial. On peut être à la fois au contact direct du public, mais on peut être aussi, comme par exemple la Team, c'est un relais. Voilà. Donc, toutes ces associations, le département va les accompagner déjà, mais va continuer à les accompagner. Et vraiment, on essaye d'y mettre aussi le nerf de la guerre qui est l'argent. Toutes ces associations et tous ces agents de ces associations ont besoin de travailler dans de bonnes conditions. Et donc, le département s'est vraiment engagé dans l'accompagnement aussi, à la fois pour la gestion de ces associations humaines et aussi financièrement. Et donc par le biais de votre délégation aux droits des femmes, puisque le département dispose d'une délégation, comme l'État dispose de sa délégation départementale, dirigée par Rose Lucie, mais on le sait un peu moins, mais le département a une délégation de droits des femmes, et donc vous êtes l'élue référente de cette délégation. Voilà, je prends le relais de Gloria Dorval, qui avait fait du très très bon travail. Donc moi j'arrive, elle a déjà entamé bien des chantiers. J'essaie juste de consolider, aussi avec les équipes. Voilà, je suis nouvelle, donc ça fait que 6 mois que j'ai pris cette délégation. Je suis à l'écoute, en fait, comme je dis, des associations, des agents, de mes services aussi. On a un très, très bon service pour cette délégation-là. Et donc, voilà, je suis dans la continuité. On pourra en reparler d'ici 6 ans pour voir un petit peu ce qui aura été fait. En tout cas, les associations vous ont bien entendu, donc elles savent où taper à la porte maintenant. Alice Butazzoni, justement, la question des salaires entre les hommes et les femmes au sein des pompiers, est-ce que c'est une question que vous vous posez ou vous en discutez avec vos collègues de ça ? Absolument pas, on est tous payés à égalité. Voilà, c'est une question des échelons, voilà, mais il n'y a aucune question de différence de salaire entre un homme ou une femme aux pompiers. Très bien. Merci. Écoutez, je crois on va pouvoir conclure cette première rencontre. Les femmes premières de cordée pendant la crise. Je crois qu'on a eu un très, très bel exemple d'héroïne du quotidien avec Alice et Agnès. Et voilà, donc la responsable du CIAS, du pôle domicile du CIAS du Marsan, Sandra Demier. Donc merci beaucoup. Merci à Salima Sansou. Donc vous pourrez retrouver cette table ronde en replay. Et puis bien sûr, merci à tous les internautes
internautes qui nous ont suivis. Vous voyez sur la scène des trophées. Donc, ce sont des trophées que l'on va remettre tout à l'heure à 5 sacrées landaises, dont le nom sera dévoilé le 11 mars dans Sud-Ouest et sur sudouest.fr et tous les réseaux sociaux. Et merci aux invités du Théâtre du Péglet qui nous ont fait part d'une écoute attentive cet après-midi. Au revoir.